Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 81. Moi c'est Plax, il est 8h du matin, 18h chez Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Et ouais, on continue ce podcast franco-australien avec 10 heures de décalage horaire, c'est vraiment très pratique. Heureusement qu'on a l'intersaison pour pouvoir faire ça pendant les week-ends, hein, parce que une fois que les matchs vont reprendre, ça va être funky. Ouais, on en reparlera, mais j'ai l'impression que ce matin pour moi, soir pour toi, c'est quand même pas mal. Moi ça me dérange pas de me lever tôt, donc on y arrivera, mais je me disais pareil, je me dis une fois que les matchs vont reprendre, ça va pas être la même ambiance. Mais bon, on va y arriver. Avant de commencer ce podcast qui va être consacré à la Free Agency et tous les moves qu'il y a eu jusque-là, on va vous parler du Patreon. Vous le savez, vous avez la possibilité de nous soutenir via ce Patreon qui nous permet à la fois de faire vivre le blog, puisque vous savez qu'on a relancé un blog, Only a Giant Blog, que vous pouvez retrouver dès maintenant. On a mis des articles, même un .com, pardon. Et on a un article d'ailleurs sur lequel je vais m'appuyer pour faire ce podcast qui permet de suivre toutes les moves de la Free Agency. On va en parler. Et on remercie donc Jimmy, Vincent, Guillaume, Yann, Niti, Thomas et un nouvel arrivé. On le remercie très chaleureusement, Stéphane, qui a fait une donation record et pour laquelle on va on va enfin pouvoir plutôt créer ce fameux t-shirt qu'on voulait faire, puisque ça faisait partie des contreparties, et donc on va faire un t-shirt du podcast. Je suis en train de réfléchir à certains trucs. On voulait faire des casquettes, c'était compliqué. Je garde l'idée dans un coin de la tête, mais on va d'abord faire le t-shirt. Voilà, comment on fait, rappelle-nous Thiergo, pour participer à ce Patreon. Eh bien, tout d'abord, justement, merci à Stéphane pour cette super contribution du niveau Eli Manning. Vous avez différents niveaux qu'on va peut-être remettre à jour. Non, on n'a pas besoin de les remettre à jour, c'est bon. Non, ils sont bien. Voilà, donc on a le niveau Graham Gano à 3 € ou 5 $ australiens. C'est ce que me montre mon écran. Moi, j'ai bien content de savoir que ça fait plaisir. Ouais, donc c'est le niveau Graham Gano, et puis après Saquon Barkley pour un peu plus. Avec le niveau Saquon Barkley, vous avez à chaque fois vous avez votre nom qui est cité dans le podcast, hein, mais plus votre contribution est haute, plus vous avez de goodies. Et donc Saquon Barkley, vous avez des stickers. Le niveau Plaxico Burress, c'est stickers et sous vert. Et puis le niveau Eli Manning, c'est tout ça. Et un t-shirt du podcast, donc franchement... Qui n'existe pas encore, ce t-shirt. Non, mais on va le faire, ça va être super, c'est justement une super occasion. Et donc, encore une fois, comme on vous le dit à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de garder votre abonnement si vous voulez juste faire une donation ponctuelle. Mais comme le système de Patreon ne permet pas de faire de donation ponctuelle, vous prenez l'abonnement, vous attendez d'être débité, et normalement vous êtes débité immédiatement, et puis après vous enlevez votre abonnement, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ou vous pouvez garder l'abonnement. Voilà. C'est aussi possible. Il y en a qui le font. L'abonnement. Ouais, non, mais encore un grand merci à tous nos contributeurs. Ça nous permet de couvrir les frais du podcast, les frais d'hébergement du blog, et puis aussi d'organiser des petits concours, enfin en tout cas de vous donner des goodies, soit à travers des concours, soit... Ouais. Restez au taquet parce qu'il y a un concours très spécial qui va arriver, unique en son genre. Je t'en ai même pas parlé, Thiergo. Exactement, je me suis dit de quoi il parle. C'est pas un truc gigantesque, mais c'est un truc vraiment unique pour le coup. Et ce sera à gagner une fois, et ensuite ça n'arrivera plus jamais. Donc restez connectés à la page Twitter. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce... Tu vas offrir ton OnlyFans, c'est ça? Oh mon Dieu. Un OnlyFans où je serais nu mais avec des maillots des Giants par-dessus. Voilà. Oh la vache, putain, ça devient dégueulasse. Et non, je voulais juste dire, oui, que en fait, vos contributions servent à faire vivre le blog, puisque en fait, il n'y a pas de pub sur le blog grâce à ça. Donc ça, c'est très cool, parce que quand on l'a rouvert, je me dis, putain, c'est dégueulasse, il y a quand même des pubs partout, c'est affreux à lire. Et donc là, il y a 0 pub, donc ça, c'est très cool. Et on arrive pile au moment de l'année, en fait, où on doit renouveler et l'abonnement du podcast et l'abonnement pour le blog, donc c'est très cool. Et on va pouvoir aussi faire ce fameux concours dont je vous parlais. Ça devrait arriver dans les jours qui viennent. J'ai failli le faire pendant la Free Agency, mais je me suis dit, ça va tout mélanger, c'est un peu chiant. Donc j'ai attendu que la folie passe un peu. Donc, cette Free Agency, mon cher Thiergo, si tu le veux bien, en fait, ça remonte, j'ai l'impression de dire que c'était presque il y a tellement longtemps que j'avais failli oublier d'en parler, mais eh bien, on a signé, ça y est, c'était le dernier podcast où on essayait de faire un peu, d'imaginer un peu ce qui pouvait se passer à la draft. On se disait, sûrement que Daniel Jones va être re-signé. Eh bien, ça a été fait, ça a été le cas le 20 février, Daniel Jones a été re-signé. Après de nombreuses rumeurs qui disaient qu'il voulait 45 millions de dollars par an, etc. Toi qui as fait un article très détaillé sur le blog, Thiergo, est-ce que tu peux nous résumer très rapidement la situation sur son nouveau contrat ? Alors déjà, c'était ultra tendu parce que l'enjeu, c'était que si on arrivait à re-signer Daniel Jones sur un contrat à long terme avant la deadline du franchise tag, on pouvait garder Saquon Barkley
sous le franchise tag. Et ça s'est littéralement joué dans les dernières minutes. Donc c'était 4 heures de l'après-midi sur la côte est des États-Unis. Et moi, je me rappelle, j'étais dans ma voiture prêt à partir. J'attendais la nouvelle. Donc à cause de ça, je suis arrivé en retard au boulot. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et donc, dans les dernières minutes, on nous a annoncé donc que les Giants avaient trouvé un accord avec Daniel Jones pour 4 ans, 160 millions de dollars. Donc on est D'ailleurs, sur... juste parenthèse, c'est pas du tout le 20 février, c'est le 7 mars. Excuse-moi, je te laisse finir. Oui, oui, oui. Donc 4 ans, 160 millions de dollars, donc 82 millions entièrement garantis sur les 2 premières années du contrat. Et en fait, je ne vais pas vous refaire tous les détails du contrat parce que vous aurez ça dans l'article du blog qui est très détaillé. Mais essentiellement, à partir de la 3e année, on peut couper, enfin après la 3e année, on peut couper Daniel Jones avec extrêmement peu de dead cap. Ce qui veut dire qu'on pourrait d'une certaine manière se dire que ce contrat, en fait, c'est qu'un contrat de 3 ans à 37,5 millions de dollars par an. Mais on peut aussi le regarder d'une autre manière, puisque Daniel Jones a des primes sur objectif de 35 millions. Donc en fait, il pourrait faire monter, s'il remplit tous ses objectifs, ce qui serait très très bien pour Daniel Jones et pour les Giants, mais du coup, Daniel Jones, ça voudrait dire qu'il fait, il toucherait 48,75 millions de dollars par an. Donc en fait, globalement, ce contrat, il est quand même, moi je le trouve assez bien foutu, parce qu'il protège les Giants tout en permettant à Daniel Jones de gagner beaucoup plus d'argent s'il performe. Ouais, et c'est une constante qu'on va retrouver tout au long des différentes signatures qu'on va citer, c'est qu'en fait, Joe Shane a toujours essayé de signer des gars sans compromettre l'avenir, comme on a pu l'avoir récemment avec Gettleman, qui avait fait des gros contrats, et le dernier qu'on a en tête, évidemment, c'est Kenny Golladay, qui a été, vous le savez, qui a été licencié, on va dire. Et donc, en fait, à chaque fois, le but, c'est de se dire, bah, on a un gars pour 1 an, voire 2 ans, mais ensuite, on peut s'en libérer très facilement, et on n'est pas bloqué sur 3, 4, 5 ans, comme ça peut être le cas sur certains contrats. Et il y a fort à parier que Daniel Jones, de toute façon, si ça se passe bien, comme on l'espère, et qu'on arrive à la 4e année, avant la 4e année, son contrat sera restructuré, modifié, prolongé, et qu'on n'arrive pas à ce stade où on est obligé de le payer très très cher, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement avec Léo Williams, où on espère vraiment fortement qu'ils vont faire quelque chose avec ce contrat qui est absolument dégueulasse sur cette dernière année. Donc voilà, donc Daniel Jones signé sur plusieurs années, ça c'est très bien. On est au moins sûr du poste de QB au moins pendant 1 an, hein, à moins que évidemment Au moins tout pendant se passe 2 très ans. mal. Non, mais je veux dire, si tout se passe très mal et que c'est absolument horrible, voilà. Mais il n'y a pas de raison, puisque la vraie progression qu'il a eue l'an dernier, c'est quand même pas venu de nulle part. Et je rappelle aussi, puisqu'il y a évidemment beaucoup de gens qui n'y croient pas, qui sont là, oui, mais Daniel Jones, il a mis que 15 TD, ça vaut pas du tout ce prix-là, machin. Oui, alors déjà, il y a aussi les TD à la course. Le fait qu'il n'a pas perdu le ballon et qu'il a le nombre d'interceptions par passe lancée le plus faible de toute la ligue. Donc il protège le ballon, ça c'est extrêmement important, alors que ça faisait partie de ses principaux revers en tout début de carrière. Et puis, moi, je vais tout simplement faire confiance à Brian Daboll, qui a su développer un quarterback chez les Bills, qui fait la même chose chez les Giants. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que chez les Bills, ça s'est un tout petit peu moins bien passé cette année. De là à dire que c'est lié à Daboll, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer jusque-là, mais peut-être qu'il y a un lien. Et si Daboll et Joe Shane font confiance à Daniel Jones, je vois pas comment moi, depuis la France, je peux dire non, ils ont pas raison, il faudrait faire autrement, alors qu'eux, ils ont toutes les cartes en main. On Voilà. peut leur accorder le bénéfice du doute, ça c'est sûr. Et puis, ce qu'il faut aussi remettre les choses en perspective, c'est-à-dire que Daniel Jones, en 2023, va toucher 40 millions par an. Ça n'est absolument pas comparable aux 40 millions par an que Dak Prescott a signé il y a quelques années. Déjà, il y a quelques années, Dak Prescott pesait plus lourd avec ses 40 millions par an dans le salary cap des Cowboys que Daniel Jones n'en pèse aujourd'hui. Donc, Ouais, c'est ça qu'il faut regarder. Je suis d'accord, ouais, t'as raison. Tu vois, il y a une sorte d'inflation des salaires. Et donc, aujourd'hui, c'est sûr que si Daniel Jones avait dit je vais être le quarterback le mieux payé de la ligue, là, on serait dit non, là, c'est abusé. Il ne peut pas dépasser 50 millions. Mais par contre, justement, c'est ça ce qui est aussi bien pour Daniel Jones, c'est qu'aujourd'hui, il a 25 ans. Donc, dans 3-4 ans, donc il aura 28-29 ans, il a peut-être une opportunité de montrer qu'il peut continuer à progresser et justement prétendre à un deuxième contrat qui là le mettrait dans les meilleurs QB payés de la ligue. On n'en est pas encore là, on demande à voir, mais en tout cas pour les quelques saisons à venir,
on a notre quarterback et ça fait quand même énormément plaisir. Mais je pense que quand on verra les signatures des quarterbacks l'année prochaine, notamment avec Jalen Hurts, qui à mon avis sera re-signé l'an prochain, Ouais, et quand on verra ce qu'ils seront payés, on se dira ah ouais, en fait, le contrat de oui, Jones, Daniel Jones, c'était c'était pas si fou finalement. non, Parce qu'à mon avis, on va allègrement dépasser les 50 millions sans problème. Donc voilà. ouais, complètement. Quasiment Et surtout, sûr. bon, pour faire une petite transition, bah, ça nous permet tout ça de garder Saquon Barkley. Et on l'avait déjà dit que perdre Saquon Barkley, c'était pas non plus dans l'intérêt de Daniel Jones, parce qu'une partie du succès de Daniel Jones dépend aussi du fait que Saquon Barkley était là pour l'aider, parce que c'était sa seule arme offensive régulière, hein, parce que Darius Ouais, Slayton et ouais. Richie James aidaient, mais c'était un peu plus irrégulier. Je suis Et, d'accord. et donc Juste Joe une Shane a question, dit, ouais. est-ce que tu bois de l'eau dans une gourde ou est-ce que c'est une bouteille de vin que tu débouchonnes à chaque fois? Ah, je suis Parce que désolé si ça fait ça autant fait de le- bruit. Non, C'est- ça fait... On dirait que t'as une bouteille de vin et que ça fait huic, huic, huic quand tu enlèves le bouchon. Écoute, Voilà, Thiago noie son désespoir à l'autre bout du monde dans à l- l'alcool. dans l'alcool, exactement, c'est mon petit Beaujolais que je... Pop. Non, j'ai arrêté avec la gourde alors. Voilà, pour revenir sur le sujet des Giants, Saquon Barkley est sous le franchise tag, donc va nous coûter a priori sur 2023 10,1 millions de dollars. Ouais, c'est Mais ça. Joe Shane a dit qu'il voulait continuer à négocier avec Saquon Barkley. On a vu le contrat de Miles Sanders là récemment qui est parti chez les Panthers qui signe pour 12,5 millions de dollars par an. Je me dis que ça, ce prix-là, sur un contrat de 2-3 ans pour Saquon Barkley, ce serait pas dégueulasse, quoi. Ouais, et effectivement, ce tag, en fait, n'a qu'une vocation de le bloquer chez nous en attendant de valider ce contrat que Joe Shane essaye de lui faire signer. Donc oui, enfin, je voudrais pas dépasser les 12-13 millions quand même, ça commencera à faire un peu beaucoup pour un running back. Sachant que, eh bien, entre-temps, on a re-signé d'autres joueurs. Alors, on va pas en parler très longtemps, on a re-signé Jarrad Davis, le linebacker qui est arrivé en toute fin de saison dernière, mais bon, qui est pour moi pas du tout titulaire, il sera peut-être sur le banc et encore, je pense qu'il va se battre pour une place dans le 53. Et on a... alors attends, je continue à remonter, puisque la signature d'après... Alors, on a eu Jamie Gillan, le punter. Bon, on se posait la question, est-ce que ça vaut le coup de le re-signer ou pas? Il a été globalement plutôt bon, mais il y a eu quelques matchs et quelques petits couacs à certains moments. On s'est dit, bon, c'est pas non plus l'assurance tout risque, et en tout cas, ils ont décidé que ça l'était, donc il est re-signé pour 2 années supplémentaires, donc a priori, À ça 4 valait que... millions, ouais. Ouais. Voilà, donc ça reste un prix... 4 millions au total, je précise, hein. Donc ça fait 2 millions par an et il a 1 million, dont 1 million de signing bonus. Donc c'est vraiment pas un énorme coup. Ouais. En même temps, le 13 mars, on re-signe Casey Crater, qui est le long snapper. Là encore, pas trop de surprise. Quand un long snapper ne fait pas parler de lui, ça veut dire qu'il fait bien son boulot. Casey Crater fait très bien son boulot, donc il a été re-signé. Et c'est souvent des contrats d'1 an, donc ça va sûrement, s'il continue à faire bien son boulot, ça devrait s'enchaîner et continuer comme ça. On apprenait également le 13 mars, Nick Gates, malheureusement, la belle histoire, vous saviez qu'il avait été très blessé très, très dangereusement. Il avait, je crois, quasiment failli perdre sa jambe. Il avait enchaîné les opérations, ça s'était infecté, machin, Cette c'était très opération, compliqué. ouais. Et donc, il signe chez les Commanders. Bravo à lui, parce qu'on est très heureux de le voir continuer sa carrière et de décrocher un beau contrat après des événements aussi catastrophiques. Et voilà, il signe pour 16,5 millions et 3 ans, je crois, Ouais. chez Ouais. les Commanders. Donc c'est très bien pour lui, ça fait plaisir. Dont 8 millions garantis. Alors, ce qui est assez cocasse, si je puis dire, c'est qu'il signe pour jouer régulièrement dans le stade où il s'est cassé la jambe. Parce que c'était contre les Ouais. Commanders qui s'est fait cette horrible blessure. Donc oui, on est très content pour lui, parce qu'en plus c'était vraiment un type qui était extrêmement apprécié dans Ouais. l'équipe. C'était un undrafted free agent, si je dis pas de bêtises. On se rappelle notamment de ce match qu'il avait eu contre Aaron Donald, Rams. où il Ouais. avait tenu la dragée haute à Aaron Donald, ce qui est pas rien, quoi. Mais 3 ans, 16,5 millions, c'est beaucoup trop cher pour moi. Ah oui, c'est clair. Ouais. C'est pour ça qu'on ne l'a pas gardé, hein, de toute façon. Ouais. Donc, on espère que ça se passe bien pour lui, sauf contre les Giants. Ouais, c'est quand même une petite larmichette en le voyant partir. Petite larmichette, ouais. Et on notera la très belle expression tenir la dragée haute. Notez-le dans votre carnet d'expression. Ouais, Ben- voilà, non, mais ça, c'est quand tu dépasses la trentaine, t'as des expressions de vie.
Et en plus, en le disant, Oh, je mon me suis Dieu. dit, c'est bien ça l'expression, tu vois, il n'est pas impossible que Non, je non, me non, sois un non, peu non, planté. non, tu l'as bien dit, c'est bien ça, mais il y a c'est des expressions qui me font rigoler, celle-là en fait partie, voilà. Sur Et Internet, on te dit offrir une belle résistance en montrant son pouvoir. Voilà. ok, eh ben oui, eh ben c'est très bien, eh ben c'est parfaitement bien. C'était ça. Il a offert de la résistance aux Rams, et c'était exactement ça. Bref, en tout cas, ce que je voulais évoquer surtout, puisqu'on parlait de Saquon Barkley, c'était la signature aussi de Matt Breida qui re-signe pour Ouais. une saison 2,3 millions. Alors moi, je trouve que c'était bien, Matt Breida, moi j'ai bien aimé. Il a rempli son rôle, et on n'entendait pas parler de lui, il faisait ce qu'il fallait, il jouait quand il fallait, il a fait des réceptions. Il est capable surtout de bloquer, ça c'est très important, un running back qui peut bloquer, et donc je suis assez content de le voir re-signer. Certains C'est disaient oui, on 2,3 aurait... millions? Je pensais que Ouais. c'était moins. Ah Moi, bah j'avais c'est ce que noté moi je m'étais 1,4 noté. million pour un an, mais je... Moi j'ai 2,3, écoute, bon, on Ouais, ira non, 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 vérifier. mais t'as raison. En fait, j'ai trouvé d'autres articles qui disent 2,3, donc mon info était mauvaise. Autant pour moi. Et donc voilà, donc je pense que c'est une bonne signature et assez logique. Euh, Première signature, on va dire, en dehors du cadre des Giants, puisqu'on a été le chercher chez les Buccaneers. Il s'agit de Rakim Nunez-Roches, qui est D-line et qui vient renforcer cette profondeur dans la D-line. On l'avait évoqué dans de nombreux podcasts. Si vous êtes un régulier du podcast, vous le savez, on l'avait dit, dans cette D-line, on s'était fait martyriser, notamment sur le dernier match de la saison contre les Eagles. Je crois que c'était Ellis qui se faisait plier par un bras par Kelsey, donc c'était absolument ridicule. Et là, voilà, on rajoute de la profondeur. Alors, c'est un joueur qui sera pas titulaire, mais qui a joué l'année dernière 17 matchs avec les Buccaneers. Il était là tout le temps. Il a fait 33 plaquages et 2 sacs notamment. Alors, les sacs pour la D-line, c'est pas ce qui est le plus important, mais il vient vraiment renforcer cette défense contre la course qui a été notre faiblesse cette année. Voilà, c'est, je pense, une bonne signature Oui, qui est et pour complètement un prix logique. raisonnable. Parce que en fait, c'est 3 ans, 12 millions de dollars, donc 4 millions par an. Il a un peu plus de 5 millions qui est entièrement garanti, dont une grosse partie est du bonus. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un contrat qui nous permet si jamais ça se passe pas bien, de se séparer lui à moindre coût à partir de la deuxième année et encore à moindre, enfin, et pour pratiquement rien du tout à partir de la troisième année. Mhm. Donc c'est bien, ça va rajouter de la profondeur de banc sur le poste de defensive tackle qui nous manquait terriblement derrière Léo Williams et Dexter Lawrence. Voilà, je pense qu'on a une des meilleures D-line sur le papier en titulaire et une des pires sur les remplaçants. Donc, et ça tourne beaucoup, hein, on les voit souvent sortir du terrain, rentrer sur le terrain, etc. Donc on a besoin d'avoir de la profondeur et c'était une signature très importante. Et le 13 mars arrive enfin notre première grosse signature pour le coup. Une signature pas piquée des hannetons, si je peux dire, puisqu'on est dans Oh, les oh, elle est pas expressions. mal celle-là aussi. Elle Non, est pas mal. celle-là, mec, elle est d'avant-guerre, hein. C'est même pas 30 ans, là, c'est quand t'as 90 ans que tu dis cette expression-là. Et j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire, je sais même pas si je l'utilise vraiment bien. Mais bon, bref, c'était pour la blague. Donc, au signe, Bobby Okereke, linebacker, et on l'avait dit, c'était sûrement le. Enfin, moi, j'estimais que cette position d'inside linebacker était notre plus gros manque, même au-delà de wide receiver, c'est pour dire. Et donc, on récupère là un joueur qui est capable de tout faire, qui est capable de défendre contre la course, qui est capable de défendre contre la passe, qui est violent comme je les aime. Il réalise 151 plaquages, dont 6 pour perte l'année dernière, c'est sa meilleure saison à l'année dernière. 2 fumbles forcés, 5 passes défendues, et on le signe pour 4 ans, 40 millions de dollars, il me semble. Et tu oublies de Euh, dire qu'il fait le café et le ménage aussi, vu qu'il sait tout faire. Ouais, bah, ouais. En plus, il a l'air sympa. Je l'ai vu Ah, il a l'air très parce que cool, ouais. parce qu'ils ont passé plein d'images des joueurs qui arrivent dans les locaux des Giants, qui font des mini-interviews, tout ça. Il a l'air très sympa. D'ailleurs, en fait, je crois que c'est une constante de tous les joueurs qu'ils ont signés. Et on l'a déjà dit, mais ça fait partie vraiment des critères de sélection de Joe Shane, c'est que les joueurs soient, pas qu'ils soient sympas, mais que ce soit des bons coéquipiers et ils vont pas te prendre des gros bad boys complètement cons qui font la gueule tout le temps. Donc c'est pas le genre des sélections de Joe Shane. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de cette signature? Moi je la trouve plutôt bienvenue et elle me fait bien plaisir. Bah écoute, si tu mets ça en perspective avec le contrat de Blake Martinez il y a quelques années qui était de 3 ans pour 30 millions, Ouais. 4 ans pour 40 millions aujourd'hui, c'est pas cher pour un Mm. middle linebacker. Donc il a, bon certes, 22 millions garantis, donc c'est-à-dire que on- il est certain de rester chez nous, enfin en tout cas, sauf si ça se passe extrêmement mal, mais même si ça se passe mal, on devrait a priori le garder la deuxième saison pour voir s'il peut se rattraper. Mais au-delà de l'aspect contractuel, ce que j'aime bien chez Okereke, c'est que c'est un gars qui est capable d'analyser le jeu et qui fait preuve extrêmement enfin, de beaucoup de patience contre la course. Quand on regarde
ses actions, il fonce pas dans le tas bêtement. Tu le vois, il prend 2-3 secondes, enfin pas 2-3 secondes, mais il Il n'y a pas le temps de prendre 2-3 secondes. 2-3 secondes et puis l'action est finie. Ouais, bravo. Non, mais il analyse le jeu, il ne se fait pas prendre par les linemen qui viennent le chercher, il est jamais face aux linemen, il se met toujours de profil pour justement s'évader plus facilement. Donc c'est un véritable atout pour défendre contre la course. Et comme la signature de Rakim Nunes-Roches, c'est un joueur qui va nous aider dans un secteur de jeu défensif où on était extrêmement mauvais, défendre contre la course. Ouais. Alors, il a l'air par contre d'avoir, je ne sais pas s'il a une faiblesse contre la passe ou si c'était parce que le système défensif des Colts lui exigeait qu'il laisse des passes être complétées devant lui. Il y a des gens qui disent ça, qu'en fait le système défensif des Colts demandait aux linebackers de laisser les check-down passes se compléter et puis plaquer après. Mais voilà, son point fort, c'est surtout la défense contre la course. Mais il est en tout cas beaucoup plus capable pour la défense contre la par passe que rapport à ce qu'on Jalen avait Smith, jusque-là. oui, Donc, clair, ouais. mais sa vraie force, tu l'as dit, c'est sa lecture du jeu, le fait qu'il est de l'ancienneté dans la ligue maintenant et qu'il soit capable de ne pas se faire prendre à la moindre play action. Alors il va se faire prendre comme tous les linebackers se font prendre sur les play action, ça va arriver bien sûr. Mais en tout cas, il devrait avoir une meilleure analyse et une meilleure vision du jeu et je pense que ça fait partie des premières caractéristiques que cherche Martindale, qu'il n'avait pas du tout chez aucun des joueurs qu'il avait jusque-là, les Jalen Smith et Crowder et compagnie. Donc voilà, ça va être c'est notre inside linebacker, middle linebacker, notre Mike titulaire, hein, j'ai l'impression, il n'y a pas trop d'autres. Ah oui. Après, on ne sait pas ce qu'on va faire pendant la draft, il y a encore beaucoup de possibilités, mais a priori, lui, contrairement au D-line qu'on annonçait juste avant, qui est plutôt là sur la rotation, Okereke va arriver en tant que titulaire, normalement incontestable. Oui, parce qu'il a 4 ans dans la ligue et 2 saisons de suite comme titulaire où il a loupé aucun match. Enfin, il y a un match où il n'était pas titulaire, je ne sais pas lequel, la saison dernière, mais il n'a pas l'air d'être souvent blessé. Non, exactement, ça c'est aussi une grosse caractéristique puisqu'on sait que c'était un gros problème des Giants. Il n'a pas l'air injury prone, ce qui ne veut pas dire qu'il va pas se blesser dès la première action du premier match, tu sais jamais, ça peut arriver. Donc, mais a priori il n'est pas du genre des gars qui se blessent au moindre contact, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'était lundi, la première grosse signature. D'ailleurs on parlait d'injury prone, petite parenthèse, a priori les Giants seraient en train de refaire la pelouse du MetLife Stadium. Je sais pas si tu as vu les images, donc ils auraient enlevé toute la pelouse actuelle, ce qui serait évidemment une bonne chose puisque beaucoup critiqué cette pelouse là. Et donc Joe Shane ne s'en prend pas seulement aux joueurs mais également au stade et à la pelouse et ça c'est plutôt cool. Donc ça clôturait la première journée de lundi du 13 mars et on se dirige vers la deuxième journée le 14 mars avec directement une deuxième grosse signature et la signature de Darren Waller, tight end star du côté des Raiders qui malheureusement a été un peu blessé sur les 2 dernières saisons, mais Oui, pardon, le trade. Oui, exactement. En fait, je me suis demandé si tu as raison. Trade, donc je me suis permis de t'interrompre. Oui, et t'as raison, parce que je l'avais même plus en tête, j'allais dire qu'on l'avait signé. Non, c'était effectivement bien un trade contre un 3e tour, le pick numéro 100 de la draft qu'on avait récupéré, enfin un des 2 picks qu'on avait récupéré pour Kadarius Toney. Donc on a eu 2 picks pour Toney. Je pensais qu'on avait eu un 3e et un 6. Ah, autant donc le 6 est évidemment beaucoup moins important, mais c'est comme si on avait eu, en gros à peu de choses près, on a eu Kadarius Toney contre Darren Waller. Et il y en a qui disent oui, mais Darren Waller il est beaucoup blessé. Ouais, Kadarius Toney il a passé 2 saisons blessé aussi, donc calmez-vous un peu. Non, et surtout Darren Waller, s'il était pas blessé, il n'aurait pas été tradé, ou alors s'il avait été tradé, il aurait été tradé pour un prix bien supérieur à celui pour lequel on l'a eu. Donc le prix tient compte du fait qu'il a été blessé ces dernières saisons. Ouais. Pour le salaire, il n'y a pas à discuter puisqu'on récupère le salaire que les Raiders avaient avec lui, mais ce qui est très bien, c'est qu'en fait, là aussi, c'est un salaire qui n'est pas engageant sur beaucoup d'années, puisque dès l'année prochaine, il n'a plus d'impact sur le cap, donc si on a besoin de s'en séparer parce qu'il n'est pas comme on l'imaginait ou quoi que ce soit. J'ai remarqué que depuis tout à l'heure, on est vachement négatif. On se dit à chaque fois, si jamais le mec devient nul tout d'un coup, non, bon, c'est parce que... Il n'y a pas de raison que ça arrive non plus, mais bon. Mais si, en fait, on pense à ça parce que je te rappelle qu'on vient de couper un certain Kenny Goladek. Quand il est arrivé, on s'est dit, ça va être notre sauveur et tout, ça va être merveilleux. Et c'était le pire contrat que les Giants ont pu signer ces dernières années. T'as raison. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais Joe Shane a dit que
il n'allait pas le désigner comme post-June 1st cut, ce qui veut dire qu'en fait, on se prend les 13,5 millions de dollars de dead money cette année. C'est une bonne décision, je pense, parce que du coup, ça veut dire que l'année prochaine, on n'a vraiment plus besoin de se soucier de ce contrat-là. Mais oui, quand on regarde chacune signature, moi, la première chose que je regarde, c'est, OK, combien d'argent est garanti et si ça se passe mal, qu'est-ce que ça va nous coûter? Donc Ouais. c'est un mécanisme de protection qui est assez normal pour des fans des Giants, je trouve. Ouais, non, mais je crois que c'est devenu inconscient maintenant depuis cette signature pourrie que eh bien, ça nous revient à chaque fois en tête. Juste pour info, Darren Waller, il fait ses 2 saisons le ultra level en 2019 et 2020, 90 réceptions, 1145 yards, c'est énorme pour un tight end. En 2020, il fait 107 réceptions, 1196 yards. Et ensuite, il a été un peu blessé, il a joué que 11 matchs en 2021 et 9 matchs en 2022. Il fait quand même 665 yards en 2021 et 388 en 2022. Même s'il fait que la saison de 2022, enfin, ça en fait directement notre tight end le plus prolifique parmi les autres tight ends. Donc, bon, même ça, tu vois, ce serait déjà intéressant. J'ai entendu dire que euh, en, il a réalisé sur ces 2 dernières saisons 52 actions explosives, donc des actions de plus de 20 yards, Mhm. dont 22 la saison dernière quand il était blessé. Donc Donc, tu vois, 22 sur 28, c'est des plus de 20 yards. C'est possible ça, mathématiquement? Attends, Sachant qu'il tu fait dis que qu'il a, 300. il a fait 28, il a fait 28 Il a fait 28 réceptions l'an dernier. l'an dernier? Donc, Ah, ouais. je sais pas, moi, en tout cas, en tout cas, c'est un gars C'est un qui, joueur qui fait. explosif, c'est ça que tu C'est veux un dire. joueur explosif, c'est ce que je veux dire. Et quand tu vois ce qui s'est passé avec les Giants ces dernières saisons, où on n'est absolument pas explosif, on a peut-être une grosse action de la part de Darius Slayton une fois de temps en temps. Avoir justement quelqu'un comme Darren Waller dans l'équipe, si il est en forme tout le temps, on va enfin avoir un tight end qui est capable d'attaquer le milieu du terrain, chose Hmm. qu'on n'a pas du tout fait ces dernières années et Ouais. qu'on n'a pas fait avec Daniel Bellinger malgré tout le talent de Daniel Bellinger. Mais je pense que tout ça, c'est extrêmement positif parce qu'il faut aussi se rappeler que Brian Daboll, qui était dans le coaching staff des Patriots, a travaillé avec Gronkowski et Mike Kafka, je ne retrouvais plus son nom, a travaillé avec Travis Kelce pendant plusieurs années. Donc en fait, on a 2 coachs offensifs qui sont, enfin un head coach et notre coordinateur offensif, qui savent quoi faire d'un gars comme Darren Waller. Et pour moi, c'est un énorme avantage pour Daniel Jones et ça montre la volonté de Joe Shane de dire ok, je t'ai donné de l'argent maintenant, mais en plus, je vais te donner des armes pour que tu puisses continuer ton développement. Parce que donner tout cet argent à Daniel Jones, si c'est pour qu'il y ait des receveurs pourris, ça sert à rien. Ouais, non, mais c'est sûr que ça va ouvrir beaucoup d'options supplémentaires. Alors sur le côté big play, on a quand même été bien meilleur l'an dernier. J'ai revu d'ailleurs les big plays de plus de 20 yards de Darius Slayton. Il y en a eu quelques-uns cette année. Mais c'est vrai que le milieu du terrain, ça nous manquait beaucoup. Et un tight end capable de faire des tracés assez simples, hein, le tracé sim, mais d'aller se mettre dans la bonne zone et d'aller catcher des ballons au-dessus des linebackers. C'est vrai qu'on n'a pas eu des tight ends qui étaient suffisamment athlétiques. Et Darren Waller, il mesure quasiment 2 mètres, hein, il est vraiment grand. Et c'est aussi une belle cible en end zone. Juste pour info, en 2020, il met 9 TD quand même, donc c'est assez énorme dans sa meilleure saison de sa carrière. Voilà, ce sera une cible de choix dans la end zone et ça vient se rajouter puisque là, tu parlais de Bellinger, mais derrière c'était quand même très 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 faible. Donc avoir Bellinger plus Darren Waller, ça multiplie, ça brouille les pistes pour la défense et ça multiplie les options de passe. Jusqu'à maintenant, les autres tight ends étaient capables de faire des petits tracés dans le flat et de faire Ouais. des petits catchs pour quelques yards. Darren Waller, c'est quand même un autre niveau, hein. Alors On il va a fait chercher un peu plus. autre chose. Il a fait, j'ai trouvé une stat, il a fait 12 réceptions de plus de 13 yards en 2022 Ok. pour 2 TD, donc on est un peu loin des 22 plays explosifs. Mais Bah, plus de 13 yards, déjà plus de 10 yards, c'est déjà pas mal, hein. Moi, ça me va bien, hein. ouais, ouais. Non, mais Sur enfin, seulement 28 réceptions en plus. en fait, on a besoin de joueurs qui sont capables d'attaquer les défenses en profondeur et c'est ce qui nous Ouais, a manqué ces ouais, dernières années. Ça, complètement. c'est Je clair. suis tout à fait d'accord avec toi. On signe le lendemain, donc ça c'était le 14 mars, le lendemain, on signe un receveur en provenance des Jets, on va pas en parler 10 ans, c'est Jeff Smith, qui était plutôt un remplaçant en 2022, il fait 8 réceptions, 134 yards. Attention quand même, Daboll capable d'aller
comme il l'a fait avec Hodgins, trouver des receveurs intéressants dans des rosters ou dans des équipes où ils sont un peu enterrés dans le roster. Donc voilà, on va voir ce qu'il va en faire. Je le vois plutôt comme un soit special teamer, soit vraiment remplaçant. Mais bon, vous avez vu que l'année dernière, avec les différentes blessures qu'on peut avoir dans un roster, c'est important d'avoir des remplaçants. Donc voilà, s'ils l'ont signé, c'est qu'ils vont quand même compter un petit peu sur lui. Et le même jour, le lendemain, pardon, on va signer là pour le coup un receveur beaucoup plus intéressant, en la personne de Paris Campbell, en provenance des Colts, qui sort de sa meilleure saison. Il est vraiment monté en puissance depuis qu'il a été drafté. 63 réceptions, 623 yards et 3 touchdowns, avec un cap à 4,8 millions de dollars sur l'année prochaine. C'est un deal de 1 an. Qu'est-ce que tu penses de cette signature ? Moi, je le trouve plutôt intéressant pour une chose, et Joe Shane l'avait dit, c'est sa capacité de séparation qui est assez élevée par rapport à tout ce qu'on a dans notre roster. Donc ça, c'est quand même très très important, je pense, pour Daniel Jones, d'avoir des receveurs capables de se démarquer. Oui, et d'ailleurs, ça c'est un très bon point que tu soulèves, puisque pendant le Combine, Joe Shane a dit en conférence de presse que ce qu'il recherchait avant tout chez un receveur, c'était une capacité de séparation. Et quand tu penses à un joueur comme Kenny Golladay, c'était pas un joueur capable de faire de séparation. Pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà, c'était un joueur qui était réputé pour attraper des ballons, des passes contestées, donc avec un défenseur sur lui. Mais je pense que vu qu'il était incapable de se démarquer, et ben Daniel Jones, qui ne lui faisait pas confiance, n'envoyait pas souvent le ballon vers lui, voire quasiment jamais. Ouais. Et quand on lui envoyait le ballon, ça donnait rien non plus. Donc en tout cas, en effet, Darren Waller, on en a déjà parlé, c'est un mec qui est capable de se démarquer. Paris Campbell, encore plus. Quand on regarde quelques actions sur 2022, et notamment une excellente action contre les Giants en avant-dernière semaine. Ouais, la seule action du match que les Colts ont fait d'ailleurs. Exactement. Où en fait, il est bien marqué, il est entre un cornerback et je crois que c'est Julian Love qui est sur lui. Et en fait, non, c'est McKinney. C'est McKinney. Bon. Ouais, mais qui a sa main dans le plâtre là. Voilà, et voilà, fallait pas faire du buggy. En tout cas, il est en extension complète, il a des mains extrêmement sûres. Enfin, moi je trouve ça assez impressionnant. Et je trouve aussi qu'il a. Alors c'est pas le joueur le plus grand, c'est pas le joueur le plus rapide, mais il est capable de courir des très beaux tracés. Encore une fois, ce que Joe Shane a fait pour ce jour-là, parce que il a eu une saison correcte en 2022, mais pas un truc exceptionnel. Mais il a en fait 1,9 million de primes. Donc il peut toucher 200 000 dollars si il atteint différents paliers. Donc tu as 4, 6 et 8 TD. S'il fait 55, 65 et 75 réceptions, donc à chaque fois qu'il atteint ses paliers, c'est 200 000. Et enfin, c'est 700, 800, 900. Donc tu vois, plus la possibilité de toucher 100 000 de plus si il mène l'équipe en réception, yard ou TD. Donc tu vois, encore une fois, on est en train de dire, on sait que tu as du potentiel, mais il faut que tu nous le montres et on paiera justement ton talent si tu arrives à en faire une production concrète sur le terrain. Donc je trouve ça super intéressant. Ouais, non, c'est très bien. Et encore une fois, sa capacité à se démarquer va être ultra importante. Donc, bon, je trouve une bonne signature. Là encore, une fois, et c'est depuis le début, on le dit, pas très engageante. C'est que sur 1 an. Si jamais ça se passe mal, c'est facile de le jarter. Si ça se passe bien, il est dans tes locaux et c'est facile de le re-signer. Bon, voilà, c'est pas un pari risqué. Donc là aussi, c'est très intelligent. Sachant que la même journée, on re-signe Darius Slayton, qui sort aussi d'une bonne saison au final, qui a fait preuve de beaucoup de patience, puisqu'il était vraiment enterré dans les fins fonds du roster en tout début de saison. Il jouait avec l'équipe 3 à l'entraînement, enfin c'était assez compliqué pour lui. Il a profité des blessures, il a su montrer, rester calme, ne pas s'enflammer, demander un trade ou ce genre de choses. Et il finit receveur titulaire, puisqu'il y a eu beaucoup de blessures, et puis des receveurs décevants, notamment Golladay, vous le savez. Il finit avec 46 réceptions, 724 yards et 2 TD sur cette saison, dont pas mal de 14, exactement,
catch et action de plus de 20 yards, donc ça c'est assez intéressant. Donc c'était vraiment notre deep threat, hein, capable d'aller chercher, gagner, faire des gros gains. Désormais il ne sera plus le seul, heureusement, mais voilà, c'est un receveur très rapide qui, même s'il est rapide, se démarque moins qu'un Paris Campbell, a priori, suivant les stats en tout cas, et qui a beaucoup profité du nouveau schéma de jeu de Brian Daboll et Mike Kafka, avec beaucoup de tracés perpendiculaires au terrain, donc des tracés latéraux souvent qui permettent aux receveurs de se démarquer énormément, et il l'a fait beaucoup, et ça s'est plutôt bien passé. Là où Kenny Golladay, quand il le faisait, et ben, je me souviens d'une action l'année dernière où il est complètement seul sur ce genre de tracé et il drop le ballon comme un gros sale. Bah ouais. Darius Slayton a quand même ce problème d'être, à certains moments, on va dropper des ballons. On le sait, hein, maintenant, c'est plus une surprise, donc il va falloir faire avec, mais il est aussi capable de faire des belles choses, et donc voilà, il faudra profiter de sa vitesse comme il faut. Bah, il faut qu'il travaille en effet sur ses drops parce qu'il a pratiquement en 2022 10% de passes droppées sur les passes qui étaient envoyées dans sa direction et qui étaient considérées comme attrapables. Alors il a un beau contrat, il a un contrat un peu plus élevé que celui de Paris Campbell, mais l'avantage qu'il a par rapport à Paris Campbell, les deux ont à peu près le même gabarit. Lui il est un peu plus léger que Paris Campbell, mais il se blesse pas, contrairement à Paris Campbell qui, lui, a été souvent blessé. Donc il est re-signé pour 2 ans, 12 millions de dollars, dont pratiquement 5 millions entièrement garantis. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il a 4,5 millions de dollars supplémentaires s'il atteint certains objectifs. Alors j'ai pas trouvé les objectifs, mais tu vois, on est encore toujours dans cette philosophie de dire montre-nous ce que tu sais faire et on le paiera. Et si jamais ça devait mal se passer, encore une fois, on radote, bien entendu, mais il peut être coupé en 2024 pour juste 1,75 million de dead money, donc autant dire que c'est pas grand-chose. Et donc en fait, moi cette re-signature, ça me fait penser que les Giants ont fait leurs transactions les plus importantes au poste de wide receiver. Parce que si tu considères que Isaiah Hodgins a été re-signé, qu'on a ajouté Paris Campbell, Darren Waller en tight end et qu'on a récupéré Darius Slayton, on est plutôt pas mal quand même. Ouais, on est plutôt pas mal, ça manque d'un petit rookie à mon avis quand même. Oui, en fait, je n'exclus pas en effet un rookie, mais pas forcément au premier tour du coup. Parce que tu vois, s'il n'y avait pas eu tous ces moves-là, je me serais dit, ah, c'est sûr, on prend un rookie, un rookie receveur au premier tour. Là, tu vois, je verrais bien plus un rookie vers le deuxième, troisième tour, peut-être quatrième. Mais enfin, du coup, pour moi, il n'y a plus d'urgence à avoir un receveur dès le premier tour. Et oublie pas qu'on a re-signé Sterling Shepard aussi, pour un contrat minimum pour un an. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Donc il est toujours là. Et on a aussi notre receveur qui était rookie l'an dernier, qui était Wendell Robinson, qui s'était blessé au bout de quelques matchs. Il s'est blessé le jour où il fait un match à plus de 100 yards. Donc on commence à avoir... Enfin... Après, on était déjà chaud sur les dernières années. À chaque fois, on se disait, ça a de la gueule. Et puis au final, les mecs étaient tout pourris. Mais bon, là, ça a de la gueule. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas le meilleur receiving core de la ligue, mais en tout cas, il n'y a pas de grosses stars, mais on a des joueurs qui sont capables de faire le taf, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Maintenant, il va peut-être manquer un peu de O-line, donc bon. Ouais, non, et surtout, en fait, juste pour clôturer sur les receveurs, quand tu vois ce qui a été signé en receveur ailleurs, ça fait peur, quoi. Jacoby Myers à 11 millions par an, alors je dis pas qu'il est nul, mais ça fait quand même cher. Enfin, il n'y a pas une classe de receveurs qui était exceptionnelle cette année. Ah, de toute façon, oui, il n'y avait pas de vrai wide receiver 1 mal alpha, entre guillemets, Ouais. enfin vraiment les super top receveurs qui étaient disponibles. Donc ça m'aurait fait chier qu'on aille mettre beaucoup d'argent sur un receveur en forçant le truc, en se disant il faut absolument qu'on aille chercher un wide receiver 1. J'ai l'impression que Josh Allen ne va pas forcer les choses en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, non, c'est quand même pas mal. On est reste... sur la bonne voie. Il reste 2 petites infos. La première, que J. Edward a été re-signé. Et ça, c'est pas mal. Donc, c'est un joueur de rotation aussi, mais pour le coup, de la vraie rotation où il joue quand même beaucoup. Il a fait une bonne saison avec les Giants. Il a été intéressant et on sait que Martindale l'adore. Donc, ça fait plaisir. Et c'est un joueur, on l'a déjà dit, vocal et qui fait partie de ces leaders du vestiaire. Donc, ça, c'est très intéressant et qui va
C'était dans l'intersaison, pendant le training camp, il le disait, les rookies, quand il parlait de Thibodeau, etc. Je suis derrière son cul, il a intérêt à connaître le playbook, tout ça, c'était rigolo quand il parlait de lui. Donc je pense que c'est le vrai papa de cette défense, quoi. Donc c'est cool de le voir revenir. Et la dernière info qui est arrivée en début de week-end, là, ou en fin de semaine, c'était que Julian Love, eh bien malheureusement, comme je l'avais annoncé, dans ma grande sagesse, n'a pas été re-signé et est parti ailleurs. Alors voilà, avec un contrat, tu l'as dit, qui n'était pas trop élevé. Ce qui s'est dit et ce qu'on a pu lire aussi, c'est que en fait, au moment où il a négocié avec les Giants, il demandait plus. Les Giants ont donc pris d'autres directions et finalement, il n'a pas réussi à trouver vraiment ce qu'il voulait. Donc, il a signé pour 2 ans et 12 millions chez les Seahawks, je crois, c'est ça son contrat. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as versé ta larmichette? Écoute, ouais, j'étais déçu. Je ne le cache pas parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien. Je l'avais dit sur le blog que pour moi, 8 millions par an, ça aurait été même acceptable. 6 millions, je me dis, en fait, c'était vraiment dans nos moyens. Après, on en a discuté pendant aussi le dernier podcast qu'on a fait ensemble. Il y a la signature de McKinney pour la saison suivante. Il y a Dan Belton aussi dans le roster. Donc on n'est pas à poil à ce poste-là. Donc même si on avait les capacités, enfin les moyens de payer Julian Love, je comprends le choix de Joe Schoen qui dit bon voilà c'est pas le joueur qu'on a envie de garder et je suppose que ça a été aussi fait en consultation avec Brian Daboll et Wink Martindale. Donc si c'était un joueur absolument nécessaire pour Martindale, il serait resté chez les Giants. Ouais, c'était en consultation avec moi aussi. Hein. Joe m'a appelé sur mon portable il y a 2 jours. Je lui ai dit, écoute, il faut re-signer d'autres joueurs, on peut pas garder Love, laisse tomber. Et voilà. C'était annoncé quelques minutes après que Love partait malheureusement. Donc c'est comme ça, écoute. Tu as le bras long. Voilà, une autre expression de vieux. Ouais, c'est ça. Bon voilà. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées dans cette liste des actualités des Giants? Je sais pas si le week-end il continue à signer, le dimanche est-ce qu'il se passe des choses? Non, hein, je sais même pas si. Tu sais, à mon avis, là maintenant, ça signe tous les jours. Je pense que c'est la période où les agents des joueurs ne voient pas leur famille et travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut peut-être éventuellement, juste, enfin, au niveau des signatures, tu as tout dit. Juste pointer le fait que bon, on est quand même, on a quand même quelques trous au niveau de la ligne offensive. Feliciano est toujours free agent. On aurait aussi besoin peut-être de cornerback. Donc là, tu vois, c'est 2 points d'interrogation dans le roster des Giants. Et Richie James aussi n'est toujours pas signé. Donc est-ce qu'il reviendra chez nous ou pas? Bon, il n'y en a pas forcément besoin vu ce qu'on a signé, mais à voir. Ouais, non, mais il va encore se passer des choses. Je pense qu'il n'y aura plus d'énormes signatures, quoique il reste quelques joueurs. Il y a le O-line, là, comment il s'appelle? Le O-line qui a l'air assez intéressant des Eagles, qui est encore sur le marché, qui n'a pas été re-signé, qui doit discuter avec des équipes. Bon, en tout cas, voilà, Kelsey? tu l'as dit, il y a encore. Non, lui, il a été Kelsey, il a dit re-signé. qu'il revenait, il retournait chez les. Il a dit je n'ai que Eagles. 63 ans, j'ai encore moyen de jouer une saison de plus. Bon. Et je suis Ça sûr force, qu'il va être bon en plus. ça force le respect quand même. Hein. Non, il est quand même impressionnant ce mec. Hein. Ouais, non, je suis d'accord, c'est clair. Tu Bon, en tout parles cas, il va encore se peut-être passer. de Isaac Seumalo. Oui, je vous parle Eh de ben, lui, il a exactement. signé chez les Steelers pour 3 Bah ans. voilà. Bon, écoute, très bien. Ça devait être hier, je pense. Bon, bah donc ça, c'est une piste en moins. Voilà, il y a des choses à faire sur la O-line. Pas impossible qu'on aille chercher un O-line dès notre premier tour hein, de draft. Je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est clair qu'il va encore falloir taffer. Et cette O-line a besoin d'encore de profondeur. Donc après, on n'est pas aussi à l'abri d'un trade. Hein, tu sais, on l'a vu avec Darren Waller. S'il faut dégainer un trade, on le fera. Donc pas de souci. Je pense qu'on ira encore améliorer un petit peu cette O-line. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que on a fait le tour? Je pense qu'on a a fait le tour. Et on refera en un tout cas, épisode avant la draft, en tout cas, on en refera un, ça c'est clair. Ouais. Alors, ne serait-ce que pour discuter de
les joueurs qu'on pourrait prendre à la draft. Enfin, moi, je n'ai jamais de connaissance des candidats à la draft, mais en tout cas, sur les besoins, ça pourrait être une discussion intéressante. On verra en fonction. C'est vrai que on a fait le dernier podcast avec Niti qui était sur des mock drafts où on n'avait pas de vision sur ce qui était fait pendant la free agency. C'est vrai que ça peut changer, ça peut faire évoluer un petit peu les choses. Et puis on aura aussi des choses à dire sur les prochaines signatures, puisque évidemment il y aura encore des moves et ça c'est sans aucun doute. Donc il y aura des choses à dire. Voilà. On arrive au bout de ce podcast numéro 81. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous dit rendez-vous dans vraisemblablement peut-être 2 semaines, je pense, pour le prochain épisode d'Only Agent Podcast. Merci Thiergo, je te laisse avec plaisir, vaquer à tes occupations, parce que je crois que tu vas être occupé ce soir. Et on vous dit à très bientôt. À plus tout le monde, salut. Salut.